So, Marco, What? time to eat. Yeah. C'est parti pour 22 km jusqu'à la Calçada de Béjar. J'ai pu un petit peu récupérer de l'étape d'hier. Heureusement que celle-là est courte. Par contre, ce matin, il y a beaucoup de vent et ça va commencer par une grande montée jusqu'à un peu plus de 800 mètres d'altitude avant de redescendre et de remonter. Je vais y aller doucement aujourd'hui, de toute façon j'ai le temps. Et puis là il est 9h. J'ai fait une grasse matinée jusqu'à 7h30. Il y a des rafales vraiment violentes aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais suivre la nationale 630 pour changer de plus ou moins près. Et comme il y a des rafales très violentes qui ont tendance à me déséquilibrer, je vais utiliser mes 2 pattes supplémentaires. Quand on a un nuage comme ça veut dire que c'est pas une légère brise qu'il y a là-haut. Ah, il y a un arbre qui a dû tomber. L'employé de la circulation était très sympa. Il a fait ralentir les voitures pour que je puisse passer parce que c'est étroit. Alors il m'a dit qu'il y avait une ancienne voie ferrée qui devait être aménagée un peu plus à droite, mais je pense que ça attendra quelques années. Là, certains tronçons de cette Via de la Plata mériteraient d'être aménagés pour les piétons. Les voitures, ça va. La plupart s'écartent d'ailleurs. Les camions, par contre, heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. Pour ceux qui aiment les travaux de rénovation, c'est ce qu'il faut. Plus sérieusement, il y a quand même pas mal de bâtisses à l'abandon dans le coin et de maisons à vendre dans les villages. Ah, je vais peut-être pouvoir quitter la route. Il y a pas mal d'installations industrielles à l'abandon aussi, comme ce qui devait être une installation pour faire des granulats. C'est-à-dire qu'on prend des gros cailloux et on les concasse pour en faire des graviers de différents calibres. Alors, hôtel club ouvert. Parfait pour un décor de film d'horreur.
fait, j'ai pas quitté la route, mais ce camion était super sympa. Je me suis mis derrière la glissière en essayant de ne pas tomber dans le fossé quand je l'ai vu arriver. C'est quand même écarté. J'ai vu tout à l'heure que l'usine dont on voit l'entrée est aussi à vendre. Voyons. Une usine abandonnée, un magnifique hôtel abandonné. Juste en face, une usine de granulats. Donc, où on peut concasser les clients. Il y a de quoi faire un bon scénario de série Z. Voilà, c'était la minute. Ah, ça suffit les voitures. Je disais donc, voilà, c'était la minute hollywoodienne de cette étape. Ça se trouve, en présentant le scénario au CNC, le Centre National du Cinéma, avec les bons critères, je peux peut-être gratter 2 ou 3 millions d'euros. Après tout, ils financent des bouses qui font 3 spectateurs par salle. J'ai toutes mes chances. Je sens quelques gouttes. C'est pas une vraie pierre miliaire, c'est une reproduction. Et le chiffre qui a été marqué, le chiffre de distance, tout en bas, 127, ouais, ça correspond. 127, distance en 1000 romains jusqu'à Mérida. Ah, ben cette fois, je vais vraiment pouvoir prendre un chemin. Et je serais pas fâché de quitter la route. En espérant que ce soit pas marécageux comme hier. Retour sur la route. Le chemin était court. Vaches qui se reposent ne font pas grand-chose. Voilà, c'était le poème du jour. Il commence à être épais mon recueil. Il y a au moins 3 pages. À quel éditeur je vais pouvoir le proposer, mon recueil de poèmes? L'éditeur de BHL plutôt, ou l'éditeur de Bruno Le Maire. Ouais. Ah, ça t'a surpris, ma voix? J'ai vu la tête du cheval se relever d'un coup derrière la clôture. Il a dû se demander, mais c'est qui cet Olybrius qui parle à sa petite boîte? J'aborde Baños de Montemayor. Et ce qui serait cool, ce serait qu'il y ait un truc d'ouvert pour que je puisse prendre mon second petit déjeuner. Alors ça, c'est l'église de Santa Catalina du XVe siècle. Et à gauche, c'est une reproduction de pierre miliaire.
Et je suis à 569 km de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est marrant, en face, ces pignons couverts de tuiles en écailles de poisson. Mais après tout, chez nous, ils font bien ça en ardoise. Ah, Bar Carlos, voyons. Fermé. Mais il y a une cafétéria. Aucun bar ne peut échapper à ma vigilance. Bien, après cette pause second petit déjeuner, il est temps de repartir. Il me reste 12 km à faire. Ah bah tiens, le bar Carlos est en train d'ouvrir. Et le temps est variable. Un coup il pleut, 5 minutes après il pleut plus. Je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'étape. Et là, ça grimpe bien. Ben, les Romains, eux, ils auraient fait un téléphérique. Ah bah non, ils se sont contentés de faire une voie romaine. Vous exagérez, les Romains. Je foule une voie romaine, enfin, qui a dû subir quelques travaux de restauration. Et je vous retrouve en haut parce que ça grimpe. Je quitte Baños de Montemayor. Et si je ne m'abuse, d'ici peu, je devrais quitter l'Extrémadure pour passer en Castille et Léon. Et il suffit que j'enlève la veste pour qu'il se remette à pleuvoir. C'est l'heure de la cape de pluie. Voilà, j'ai atteint le point culminant de cette étape. Et comme j'ai atteint le point culminant de cette étape, forcément, maintenant ça va descendre. Avant de remonter un petit peu à la fin, sur les 2 ou 3 derniers kilomètres. Et je viens de passer en Castille et Léon, 3e région autonome d'Espagne que je vais parcourir. Après l'Andalousie et l'Extrémadure. Et le village tout là-haut, c'est Puerto de Béjar. Le terme Puerto ne fait pas référence à un port, mais comme pour Saint-Jean-Pied-de-Port, ça fait référence à un col. Voilà, c'était la mini-minute toponymie de cette étape. Bien, il me reste 8 km à faire et vous vous demandez peut-être mais où sont les Goths ?
Eh bien, à la fin du IIe siècle, les Goths sont confortablement installés dans les steppes pontiques. T'avais dit l'Ukraine? Oui, les steppes pontiques, qui, entre autres, comprennent l'Ukraine. Les steppes pontiques, ce sont ces grandes prairies qui s'étendent de l'embouchure du Danube jusqu'à la rivière Oural, en suivant le littoral nord de la mer Noire. Mer qu'à l'époque, on appelait pont. La suite, après la voie romaine. Encore. Je suis sous un pont autoroutier. Et ce pont autoroutier, l'ancienne voie romaine a été excavée en 2001 et 2002. Et on peut difficilement voir quand même la structure de la voie, qui était constituée d'abord du sol local, qui était nivelé. Ensuite, une couche de petits cailloux de granit de 8 à 10 cm de grosseur, qui étaient disposés horizontalement. Ce qui est somme toute logique, parce que verticalement, ça n'aurait pas été une voie romaine, ça aurait été un mur. Au-dessus de ces cailloux de granit, de la terre qui était tassée, et à laquelle on donnait un léger profil bombé. Et enfin, au-dessus de cette terre tassée, des dalles de pierre. Évidemment, comme là, l'herbe a pas mal repoussé, en plus de 20 ans, on voit plus grand-chose de la structure. J'aurais bien aimé voir une coupe. Bien, revenons donc à nos Goths. Nos Goths sont bien installés dans les steppes pontiques, que dans l'Antiquité on dénommait Scythie et Sarmatie, région qui donne naissance d'ailleurs à des peuples de grands cavaliers. En l'an 220, l'un des descendants d'Ericsson se décide à aller voir de l'autre côté de la Grande Mer qui borde la partie sud du territoire des Goths. Cette mer, c'est la mer Noire. Après plusieurs semaines et un peu de mal de mer, nos Goths débarquent dans une contrée montagneuse. Cette contrée, située en Asie mineure, aujourd'hui la Turquie, c'est la chaîne pontique, autrement appelée Alpes pontiques. On n'entendra plus parler de ces Goths pendant quelques temps, mais ils referont leur apparition beaucoup plus tard. En 238, un autre descendant Ericsson décide d'aller explorer un peu plus à l'ouest. Parce que, bon, les grandes plaines, c'est un peu monotone. Il suit donc la côte et en 238 arrive en vue d'une ville qui lui paraît digne d'être explorée. Explorée, enfin, surtout pillée. Les Goths pillent donc la colonie d'Istria, Istria qui est située sur le liman du Danube. Mais qu'est-ce donc qu'un liman ?
Eh bien, un limon, c'est une lagune formée par l'estuaire d'un fleuve et barrée en partie par un cordon littoral. Et ce genre de formation est d'ailleurs spécifique au Danube et au littoral nord-ouest de la mer Noire. La géomorphologie, c'est pas du tout le truc des Goths. En revanche, ils ont remarqué quelques soldats qui ont des armures qui brillent, des jambières qui brillent, des casques qui brillent avec pour certains un balai sur la tête, des grands boucliers rectangulaires, des super grandes lances mais des toutes petites épées assez larges, mais surtout qui se battent en jupe, sans déconner. Les Goths viennent de faire la connaissance des Romains, dont la description, bien que tirée de l'œuvre historique magistrale en 40 volumes dépeignant les aventures de Gaulois et de leurs copains, au temps de la Rome antique, soit quelque peu stéréotypée. Un petit peu. Bref, les Goths pillent Istria, mais auparavant, en traversant l'actuel territoire de la Moldavie, ils ont rencontré un autre peuple. Un des éclaireurs d'un descendant Ericsson ayant vadrouillé un peu à droite et à gauche, a rencontré des gens avec qui il a essayé de parler. Il revient dans le camp d'Ericsson et Ericsson lui demande bon, alors, ils t'ont dit quoi, ces habitants locaux là? Écoutez, chef, ils sont restés muets. Étrange. Ce peuple, ce sont les Carpes. Les Carpes finiront par s'installer en Mésie, la Mésie regroupant l'actuel territoire du nord de la Bulgarie, d'une partie de la côte de la mer Noire de la Roumanie, d'une partie de la Serbie et du nord de la Macédoine. Les Romains ont bien tenté d'arrêter les Carpes, mais ils ont péché par excès d'optimisme. Voilà, ça elle est bien nulle. Et les Goths, pendant ce temps-là, les Goths, ils n'ont pas envie de partir. Et malgré le paiement d'un tribut par les Romains, les Goths s'installent le long du cours inférieur du Danube. Le coin est sympa, l'eau est bleue, c'est un beau Danube bleu. Donc une fois qu'on a fait valser les Romains, qu'ils y viennent. Je vous renvoie à votre culture musicale. Bref, à l'orée du IIIe siècle, les Goths se sont installés dans la péninsule des Balkans et au nord de la Turquie. Ce IIIe siècle verra d'ailleurs l'arrivée d'une crise dans l'Empire romain, ainsi que l'arrivée d'un refroidissement climatique. Les deux ayant nécessairement des implications sur la vie de nos Goths. Mais de cela, nous parlerons demain. Et à partir de maintenant, ça va remonter.
Il s'est bien embêté à les aligner, ces moellons. Ça devrait être le dernier raidillon avant l'arrivée, qui est à 1,5 km à peu près. Et j'arrive à la Calzada de Béjar. Bon, j'aperçois le clocher. Et sous la pluie. Et normalement, l'alberguer est sur ma gauche. Fin de cette étape de 22 km que j'aurais parcouru à un train de sénateur. Je vais aller manger un petit peu dans le village. Demain, c'est un peu plus long, je crois que ça doit être 26 km, un truc comme ça. Je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures.